Chers auditeurs, bienvenue sur Delta. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jared Taylor et Renaud Camus pour une émission d'un peu moins d'une heure dans laquelle nous allons parler de conseils aux générations futures. Donc tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté le principe de cette émission, sachant que c'est un thème sur lequel vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas écrit, et ce n'est pas un thème avec lequel vous êtes particulièrement familier. Donc je voulais vous remercier d'avoir accepté le principe de cette émission. Jared Taylor, donc je vais commencer par vous, je vous présente. Vous êtes le président fondateur d'American Renaissance. Vous êtes évidemment américain, vous parlez un français excellent, vous parlez également japonais. Et vous êtes également l'auteur du livre If We Do Nothing, qui a été récemment traduit en français aux éditions Alba Leon, Si nous ne faisons rien. Jared Taylor, première question, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et je suis très reconnaissant d'être invité à participer à cette discussion. Et en plus, je suis très honoré d'avoir cette possibilité de parler avec Monsieur Camus, que j'ai admiré de loin depuis très très longtemps. Et encore, je vous remercie pour cette invitation. Et c'est moi qui vous remercie. Renaud Camus, à nouveau, je vous remercie de votre présence. Je vous ai invité puisque vous êtes un des penseurs les plus importants de notre temps, notamment pour votre concept de grand remplacement qui est largement repris de façon internationale. Vous êtes également l'auteur de très nombreux ouvrages, je vais en rappeler 2 qui sont majeurs, Du sens et La dépossession. Renaud Camus, même question, malgré tout ce que notre époque et notre système vous infligent, comment allez-vous ? Oh, pas trop mal, pas trop mal. Ils ont un certain âge, on a quelques petits problèmes, mais enfin, aujourd'hui, ça va. Et en tout cas, moi aussi, je suis absolument ravi d'avoir l'occasion de m'entretenir avec Jared Taylor. Grâce à vous, que je remercie. J'aimerais vous poser tout d'abord une question qui ne fait pas partie de la liste des questions que je vous ai envoyées. Vous affrontez un système de négation du réel depuis de nombreuses années, tous les deux. Je voudrais vous demander comment faites-vous, de quelle source tirez-vous votre énergie pour résister à tout ce que ce combat implique pour vous. Je vais commencer avec vous, si vous voulez bien. Pour moi, je crois que c'est un sens de devoir à mes ancêtres et à mes enfants. Un sens de loyauté à l'égard de mon héritage, ma culture et, en fin de compte, à ma race, pour être vraiment franche à ce sujet-là. Et à ce point, je ressens ce devoir à quel point que même si tout ne sert à rien, j'aurais fait mon devoir. Et ça me donne vraiment une joie indescriptible d'avoir une sensation de faire mon devoir à l'égard d'une grande famille des Européens, notre fraternité mondiale d'Européens. Voilà, je crois que c'est ça qui m'anime. Un sentiment de joie. Très bien. Renaud Camus ? Oh, je dirais l'impossibilité de faire autrement. Vous savez, j'attache beaucoup d'importance au conte d'Andersen, Les Amis neufs de l'empereur. Je suis comme l'enfant qui voit absolument que le roi est nu, et cet enfant, il n'a pas la possibilité de dire que le roi est vêtu si le roi est nu. Et c'est ça. Et je crois en effet, vous avez commencé par là, que le mensonge, le faux, ce que je suis allé jusqu'à appeler le fausseil, le faux réel, le réel faux, est absolument consubstantiel de ce que j'appelle le remplacisme global, qui est un peu
concept central de ma réflexion, le fait que l'action de remplacer est le geste central de la modernité industrielle, ou post-industrielle, implique le faux. Tout est faux d'emblée, puisqu'à partir du moment où on remplace quelque chose par quelque chose d'autre, l'autre jamais ce qui est remplacé. Donc, en effet, nous vivons dans un univers du mensonge qui est, encore une fois, consubstantiel au remplacisme global et donc au grand remplacement qui n'est, malgré son énormité, une toute petite partie du remplacisme global. Très bien. Pour enchaîner avec la première question que je vous ai posée à tous les deux, il s'agit donc de donner le fruit de votre expérience sous forme de conseils à la nouvelle génération. Quelle lecture, quel livre conseillez-vous d'avoir lu, ou conseillez-vous tout simplement absolument de lire lorsqu'on a 15 ans? Donc on s'adresse là aux jeunes gens. Quel est le livre le plus formateur, le plus important que vous conseilleriez? Est-ce que je commence avec vous, Jared Taylor? Peut-être mes réponses vont vous sembler pas vraiment sérieux, parce que je conseille pas vraiment la non-fiction, mais la fiction un peu pour enfants. Mais je crois que c'est à partir de la fiction qui décrit un autre monde, une autre façon de penser. La bonne santé entre naturellement dans l'esprit des jeunes personnes. Et pour les enfants, pour les moins de 15 ans, voilà, je vous dis des choses dans le monde anglophone, mais Winnie the Pooh, sans doute il y a des traductions en français, mais avec la poésie et puis les jeux de mots, probablement les traductions sont pas vraiment comme il faut. Aussi, Alice au Pays des Merveilles, je crois que ce sont des choses fantaisistes, mais qui arrivent à former un certain esprit chez les jeunes. Et vous avez posé la question, les moins de 18 ans, alors à ce moment-là, pour les garçons, je crois qu'ils sont vraiment bien d'avoir des contes d'aventure. Comme probablement il y a des traductions bien faites de L'île de trésor, Robert Louis Stevenson. Aussi, c'est peut-être moins connu en français, mais Le Capitaine Blood de Raphaël Sabatini. Pour les femmes, il y a vraiment une série remarquable pour les filles. Anne of Green Gables, probablement il y a des traductions de ça qui sont très bien faites aussi. Mais à partir de ce moment-là, même des traductions des livres français, moi j'ai beaucoup aimé Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Voilà. Oui. Non. Vraiment, des œuvres essentielles, je crois, pour former une certaine conception d'honneur et comment se comporte comme homme. Ce genre de fiction, cette fiction est vraiment, vraiment remarquable. Et peut-être pour les après de 20 ans, avant de 20 ans, peut-être j'attends pour que je puisse entendre ce que nous conseille M. Camus pour les jeunes. Alors évidemment, ça dépend des âges. Il faut. Mais de façon générale, moi je dois dire, je ne suis pas très favorable aux livres pour enfants. Je trouve qu'on assiste exagérément sur la littérature enfantine. Mais les enfants et les adolescents des époques antérieures lisaient un peu de livres pour enfants jusqu'à 8 ou 10 ans, mais passaient très vite. Et c'est encore mon cas, je dois dire, à des livres pour adultes qui sont très lisibles par des adolescents. Alors, notre ami Jared Taylor vient de prendre, pour exemple, Les Trois Mousquetaires. Moi, je trouve en effet que Les Trois Mousquetaires sont merveilleux. Alors oui, pour les enfants et les adolescents, ce sont de premières lectures absolument excellentes. En tout cas pour les Français, pour les Anglais, les Américains, je ne sais pas. Moi, j'aimais beaucoup aussi Tom Sawyer ou Huckleberry Finn. Je trouvais ça que c'était tout à fait merveilleux quand j'avais 10 ou 12 ans et j'aimais beaucoup Mark Twain. Mais je pense que très vite, on peut passer à des livres... j'allais dire pour adultes, mais sans âge. Après tout, l'Iliade et l'Odyssée
ce sont des livres pour tous les âges de la vie. Il peut y en avoir des éditions pour les enfants, des éditions illustrées, à condition qu'elles soient belles. Ce qui me frappe beaucoup, et je trouve que c'est une des grandes questions de l'époque, c'est pourquoi tout ce qui est destiné à l'enfance est si laid. Quand je passe devant les magasins de jouets ou dans les grandes surfaces, les endroits comme ça, je suis absolument frappé de voir à quel point et les jouets et alors les livres, tout est hideux, ce qui fausse le goût, me semble-t-il, pour la vie. Mais il existe des éditions qui ne sont pas laides, de l'Iliade et l'Odyssée. Et ensuite, alors, je trouve que l'adolescence, mettons entre 15 et 17 ans, c'est vraiment l'âge de grande lecture et pas nécessairement du tout des lectures pour enfants. C'est l'âge de lire La princesse de Clèves et très vite, avant 20 ans, à la recherche du temps perdu. Il faut lire Proust. Un Français, en tout cas, mais tout le monde devrait avoir lire Proust avant 20 ans. Virginia Woolf, enfin voilà, les lectures que moi j'avais quand j'avais 18 ans. Je ne pense pas qu'il fasse une retardée, on le retarde que trop. Oui, vous avez tout à fait raison. Si on va lire Winnie le Pooh ou bien Alice au Pays des Merveilles, il faut une édition ancienne, illustrée d'une manière originale, parce que on trouve des versions modernes avec des illustrations vraiment hideuses, comme vous dites. Et aussi, oui, avant l'âge de 20 ans, je suis tout à fait d'accord avec vous, on peut lire vraiment n'importe quoi. Et moi, je crois que d'une certaine manière, ce qu'on lit entre l'âge de 12 ans et 16 ans, 17 ans, ça, c'est la base de la mentalité d'un adulte. Et moi, j'ai beaucoup lu, j'ai adoré lire quand j'étais un jeune homme, et je crois que c'est à partir de ça que on obtient une compréhension du langage, comment se servir des mots, comment fabriquer une phrase. Ce sont des choses qui entrent imperceptiblement dans l'esprit. Mais pour moi aussi, la poésie est extrêmement importante. Et certainement avant l'âge de 20 ans, on a dû lire Shakespeare. Shakespeare, pour moi, c'est vraiment le grand écrivain. Si j'étais obligé de passer, si j'étais condamné en prison à perpétuité, et je n'avais droit qu'à un seul livre, ça serait les œuvres complètes de Shakespeare. C'est peut-être un peu difficile, en plus, je ne sais pas à quel point les Français, on peut obtenir des traductions comme il faut, parce que même pour les anglophones, parfois c'est un langage difficile. Mais Shakespeare, pour moi, c'est le grand génie. Mais aussi, toute la poésie, Wordsworth, Tennyson, Shelley, tout ça aussi, ça forme l'esprit de l'homme européen d'une manière vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est pareil pour les Français. Il y a des grands poètes français, mais mon français n'est pas vraiment à l'auteur pour apprécier à 100% la génie de la poésie française. Alors, je ne mettrai peut-être pas tout à fait dans le même sac, mais c'est parce que je ne connais pas très bien Winnie le Pooh, mais Alice au Pays des Merveilles, qui est un livre qu'on peut lire d'ailleurs à tous les âges de la vie. Un chef-d'œuvre absolu et inépuisable d'invention verbale, en tout cas, de profondeur à la fois sémantique et signifiante, comme on disait dans ma jeunesse. Mais on n'insistera jamais assez sur le fait qu'en effet, c'est entre, mettons, 13 et 20 ans que les lectures sont absolument déterminantes et qu'on se souvient de tout pour la vie. D'ailleurs, je suis partisan personnellement d'apprendre les textes par cœur, comme on le faisait à l'école d'Ormis, parce que ce sont des compagnies qu'on acquiert pour l'ensemble de l'existence. Et c'est à cet âge-là qu'on peut apprendre par cœur facilement et qu'on l'oublie pas. C'était évident. Mieux jadis que les Français connaissaient de pleines tirades de Corneille, de Racine et de Victor Hugo. C'est très utile pour l'ensemble de la vie. Et la poésie, bien sûr. La poésie aussi, très tôt, que ce soit mon cher Paul Jean Toulet ou des étrangers comme
génial Eliot ou Léopardi, n'importe quel très grand poète ou Emily Dickinson. Oui, oui, oui. Je me souviens toujours de quelques versets. Je crois que c'est Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Mais ça continue. Ça me reste éternellement dans l'esprit. Mais vous avez raison, on devrait apprendre par cœur. J'ai très peu fait et j'ai pas obligé mes enfants de le faire et je le regrette. Vous avez tout à fait raison parce que comme ça, c'est quelque chose qui fait partie de votre esprit permanent. Très juste. Toujours dans la politesse, oh, but to what purpose? Disturbing the dust of the bowl of rose leaves, I do not know. Other echoes inhabit the garden. Shall we follow? Très bien, très bien. Anglaise, enfin disons, poésie anglaise, enfin anglo-américaine, puisque Eliot, après tout, est américain, ce qu'on oublie. Oui, je vais donc vous poser ma deuxième question, qui me paraît très importante également, pour laquelle j'ai vraiment envie d'entendre vos réponses. Quel est le grand principe que les parents doivent garder à l'esprit pour éduquer un jeune Européen, ou un jeune blanc, dans ce siècle? Est-ce que je commence par vous, Renaud Camus? Si vous voulez bien. Ça pourrait tenir en un mot qui serait la forme. Moi, je crois que le génie européen est le génie de la forme. Et je pense que la première des éducations, ce sont les manières de table. Je suis horrifié de voir qu'on n'enseigne plus les manières de table. Et si on n'enseigne pas aux très jeunes enfants les manières de table, il est absolument impossible de leur enseigner ensuite quoi que ce soit. Peut-être que on citait un seul. Ne mettez pas vos coudes sur la table. Je n'en peux plus de supporter quand dans les restaurants et ailleurs de voir tous ces enfants d'une part auxquels on ne dit rien et tous ces gens qui portent la nourriture à leur bouche en s'appuyant sur leurs coudes. Je pense vraiment que les manières de table sont la propédeutique de toute l'éducation suivante, car c'est la première qui intervient et sans elle, les autres ne sont pas possibles. Très intéressant, oui. Moi, j'avais préparé une réponse et ça veut dire que le grand principe, c'est d'apprendre aux enfants qu'ils ne sont pas seulement des individus. Pour moi, il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte à quel point je faisais partie de quelque chose de plus grand. Peut-être j'étais trop égoïste en tant qu'enfant ou adolescent, mais il faut faire comprendre aux enfants qu'ils font partie d'une famille, une communauté et une nation, quoique la nation américaine maintenant ne mérite pas beaucoup de loyauté, et aussi que les enfants européens font partie de cette famille vraiment magnifique de notre fraternité mondiale d'Européens, de conquérir cet individualisme qui est exagéré et ultimement suicidaire pour notre peuple. D'accord. Alors, si je peux te permettre d'ajouter un mot, nos deux réponses sont exactement les mêmes, parce que les manières de table, c'est le sentiment précisément qu'on n'est pas un individu seul dans le monde et qu'on peut faire ce qu'on veut, mais que la première chose est de ne pas incommoder ses voisins d'abord, c'est-à-dire de penser qu'il y a de l'autre dans le monde et d'être ce que tu appelles, si je peux me permettre de faire référence à un concept qui m'est cher, innocent, c'est-à-dire qui ne nuit pas, non innocent, non nuisant. Alors, manger en faisant du bruit ou en parlant ou en jetant la nourriture à gauche et à droite, c'est nuire à l'autre, c'est-à-dire n'avoir pas le sentiment qu'on est dans une société, que le repas est une expérience sociale partagée en général. Cela dit, je pense que même quand on est tout seul, il faut mettre beaucoup de forme dans ces repas. Je pense que nos deux réponses sont tout à fait plus que complémentaires, à peu près la même chose. Oui, oui, oui. Je me sentais exactement la même chose quand vous parliez. On a
rapprocher le même but avec des mots différents, mais avec le même objectif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie pour cette réponse très concrète, parce que le grand avantage, c'est que les parents vont pouvoir l'appliquer concrètement. Voilà. Donc, maintenant, je retourne un peu cette question. Quel a été le meilleur conseil qu'un parent, un enseignant ou un maître ait pu vous donner à vous lorsque vous étiez jeune? Mais qui pour maintenant le plus important selon vous? Je commence par qui veut répondre en premier, peut-être j'arrête Taylor si vous voulez. Bon, c'est peut-être pas vraiment le sujet que vous visiez, mais il y a un conseil qui m'est resté le plus profondément dans mon esprit. Enfin, sans doute, il y avait des milliers et des milliers de suggestions, des conseils, mais il y en a un qui est resté dans mon esprit, et il s'agit de comment se comporter en tant que couple. Et c'était de dire que s'il y a quelque chose qui vous agace chez votre partenaire, il faut le dire. Il faut le dire. Si c'est quelque chose qui est corrigible, bien sûr. Et il faut le dire gentiment, très gentiment, bien sûr, mais il y a une tentation de ne rien dire parce que critiquer son partenaire, c'est désagréable. Mais le résultat, on peut accumuler des vexations à un point où la personne fait quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, mais la réaction, c'est une explosion de colère. Et ça, il faut absolument éviter. Et parce que l'autre personne ne sait pas que quelqu'un qu'elle fait, vous pouvez vous vexer. Et petit à petit, enfin, il faut parler de ce genre de choses d'une manière calme et très, très doucement et gentiment. Ça, c'était un conseil qui m'est resté dans l'esprit. Et en tant que la vie de couple, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement valable. Voilà, une petite truc, mais c'est le conseil que je peux identifier, qui m'est resté le plus profondément dans l'esprit. Ouais, je vous remercie. C'est quelque chose qui va servir, je pense, enfin, si les gens l'appliquent, en tout cas, c'est quelque chose de à la fois pratique, concret, et qui s'inscrit dans la vie au quotidien. C'est très pertinent. Renaud Camus? Je suis très content d'avoir pas répondu le premier parce qu'à la vérité, j'étais très embarrassé. Je ne trouvais rien. Je ne me souvenais pas de conseils qui m'aient marqué pour la vie. Mais l'allusion au couple d'une part, l'allusion au couple m'a donné une idée parce qu'une fois, dans un couple en effet, quelqu'un m'a dit, elle était extrêmement surpris parce que j'étais extrêmement en colère et violent. Et au fond, j'étais d'une famille où on se disputait beaucoup et on criait. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens pour lesquels tout ça était absolument stupéfiant et ça ne semblait pas du tout normal. Et en effet, ce n'était pas du tout normal, mais je trouve que c'est beaucoup mieux essayer de régler les questions doucement, gentiment et sans prendre des crises de colère comme je n'y étais que trop prompt quand j'étais jeune et je me suis, pas tout à fait guéri, mais enfin, il me semble beaucoup amélioré sur ce point. Et un autre point qui m'est inspiré par ce que vient de dire Jared Taylor, c'est pas du tout un conseil, c'est un compliment. C'est un peu immodeste, pardonnez-moi, mais je trouve qu'en effet, c'est aussi un conseil, au fond, mais sous forme de compliment, ce qui est un peu prétentieux de ma part, je le reconnais. Mais ma mère, qui me trouvait beaucoup des défauts, m'a dit un jour, il faut la chose la plus gentille qu'on m'ait dit de ma vie, et ce n'était vraiment pas une spécialiste, parce qu'elle disait souvent d'autres choses qui ne sont pas tellement agréables, mais elle m'a dit, on peut dire de vous ce qu'on voudra, mais au fond, vous ne serez jamais méchant. Et je pense que de notre femme méchant. Je trouve par exemple absolument épouvantable, par exemple dans les poursuites dont nous faisons l'objet, les uns comme les autres, ce qu'on nous attribue le plus est la haine. Et moi, la haine est un sentiment qui me semble totalement étranger, inconnu. Je n'éprouve pas de haine, même pour les adversaires politiques. En tout cas, je ne leur veux pas de mal.
j'ai parfois de la haine, et je pense qu'en effet, il y a une grande frontière, ça, des êtres, entre ceux qui sont méchants et ceux qui ne le sont pas. Et je pense que on voit la méchanceté à l'œuvre quelque part, et je trouve que c'est vraiment le défaut le plus laid. Alors, si moi je donnais un conseil, c'est d'être pas méchant. On peut très bien dire tout ce qu'on a à dire, et exprimer tout ce qu'on a à exprimer, et essayer d'obtenir tout ce qu'on veut d'obtenir sans être méchant. Mais, mais Monsieur Cabu, vous avez passé pratiquement toute votre vie à être méchant, au moins aux yeux de la société qui vous entoure. Quelle ironie! Je suis en effet, je suis absolument curieux. Enfin, vraiment, ce terme de haine est devenu absolument ridicule. Je ne crois pas qu'on puisse trouver dans les milliers de pages écrites une seule incitation, d'une part, à la violence, certainement pas, et encore Oui, moins, je peux dire, à la haine. La haine n'a strictement rien à voir là-dedans. C'est comme si on disait tout à fait. à Jeanne d'Arc qu'elle était haineuse à l'égard des Anglais, ou à Jean Moulin qu'il était haineux parce qu'il voulait libérer son pays. La haine n'intervient absolument pas là-dedans. C'est un Oui. malentendu complet et d'ailleurs volontaire, parce que la haine étant légitimement très mal vue, évidemment, quand on veut perdre ceux qu'on veut perdre, on a leur attribut. Oui, les antiracistes ont trouvé le mot vraiment le plus efficace, je crois, pour décrire le sentiment des gens qui veulent garder leur tradition, qui veulent survivre et dire qu'ils sont haineux. C'est quelque chose qui marche très très bien pour eux. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut garder un sentiment de générosité et réagir d'une manière haineuse. Ça, c'est vraiment pas possible. Et chez les sudistes, et moi, je suis un sudiste fier, on dit que on garde la politesse jusqu'au moment où on est si furieux qu'on veut tuer son interlocuteur, et alors, à ce moment-là, on le tue. Mais on garde la politesse jusqu'à ce point-là. Je n'en suis jamais arrivé là, jusqu'à présent, et ça ne validera pas. Oui. Faites pas d'abord de pécheur. Bon, écoutez, je vous remercie pour ces réponses. Je vais sauter quelques questions que je vais vous reposer sans doute un petit peu après. J'aimerais vous demander, arrivé à ce point de notre conversation, quels sont les dangers dont vos successeurs devront se prémunir? Vous avez donné beaucoup de conseils très concrets jusque-là, mais la perspective que des gens poursuivent votre combat, peut-être essayent un peu de marcher dans vos pas, en reprenant vos idées, puisque j'imagine que vous avez écrit, vous avez pris la parole pour que des gens, eh bien, s'inscrivent dans le prolongement de ce que vous avez fait, et puis de toute façon, la situation nous y contraint. Donc, quel serait le danger, selon vous, dont vos successeurs vont devoir se prémunir? Je commence avec vous, Jared Taylor, ou Renaud Camus? Dites-moi, lequel d'entre vous souhaite répondre en premier? Décidez-vous, c'est mieux, vous dites, et puis on répond. Oui. Persistez. Je vois que Jared Taylor avait commencé à répondre. Je vous donne la parole, Jared Taylor. Probablement le plus grand danger, c'est la déception d'être découragé. Mais peut-être c'est un conseil, enfin, c'est un danger qui est de moins en moins terrifiant. Peut-être il y a 20 ans, 30 ans, au moment où j'avais commencé cette lutte, la possibilité d'être découragé, c'était très grande. Mais je trouve, j'ai de plus en plus d'optimisme, parce que je ne me sens plus du tout seul. Il y a tellement de gens qui s'éveillent, qui comprennent à quel point nous sommes menacés par ces idées vraiment horribles qui nous entourent. Mais il y a quand même une possibilité de abandonner la lutte parce que on a si beaucoup d'ennemis. Voilà probablement un problème
Mais moi, je prends de la force en quelque sorte à cause de l'opposition qui nous menace. Mais aussi l'autre problème, l'autre danger. Je crois que de plus en plus, ça sera un danger physique. Aux États-Unis, la porte d'armes est permise. Enfin, selon les États, c'est très facile à obtenir un arme, un pistolet et garder sur soi 24 heures sur 24 heures si on veut. C'est bien plus difficile en France et en Europe, mais je crois que de plus en plus, ceux qui militent pour notre civilisation, notre race, doivent pouvoir se défendre physiquement. Les arts martiaux, je crois que c'est quelque chose, c'est très suivi par nos jeunes camarades. Et je crois aussi ça aussi, c'est un danger auquel il faut se prévenir. D'accord. Vous voulez dire que vous leur conseillez d'avoir une pratique sportive Voilà. et de se prémunir. D'accord. Oui, excusez-moi, oui. D'accord. Je suis mal exprimé, mais je pensais vraiment, oui. Très clair. Vous avez compris. Nous avons compris. Renaud Camus, s'il vous plaît. La réponse que je pourrais donner dépend un peu du genre de successeur auquel vous faites allusion. Si c'était des successeurs exclusivement politiques, je suis évidemment un très mauvais exemple, étant un homme politique de dernier rang, commis absolument toutes les erreurs qu'une personnalité politique peut prétendre. Et à ce sens, je conseillerais évidemment la prudence, alors que moi, je donne le flanc à toutes sortes de critiques plus ou moins justifiées, quelquefois qu'ils le sont, quelquefois qu'ils ne le sont absolument pas. Mais si en effet, on tient à être efficace, et moi, je ne le suis pas, évidemment, puisque au fond, ce que j'ai dit ne semble pas beaucoup ralentir le grand remplacement ou le génocide par substitution. Si on tient à être efficace, il y a évidemment toutes sortes de protections, toutes sortes de précautions, à observer. Ne pas dire ceci, ne pas dire cela, ne pas aller à tel endroit, ne pas... il y en a des milliers, donc je pense qu'il faudrait être beaucoup plus précautionneux et prudent que je ne l'ai été. Mais ma position est très difficile. Moi, je ne suis pas un homme politique qui écrit sur le côté. Je suis quelqu'un qui écrit et qui a été lancé, même pas dans la politique, dans ce dont nous parlions tout à l'heure, dans l'impossibilité de ne pas dire, de ne pas agir. Donc, je suis arrivé là-dedans, et évidemment, très, très ouvert à toutes sortes de critiques, en étant un écrivain qui a écrit des centaines de livres, dans lesquels on peut toujours trouver les choses qu'on peut lui reprocher, isoler, des choses comme ça. Donc, si le successeur était purement politique, mais s'il l'était, il n'aurait pas besoin de mes conseils, je lui conseillerais en effet d'être très prudent en toutes choses, ce que je ne suis en aucune façon, hélas, et ce qui nuit beaucoup, je crois, à ce que j'essaye de dire, à ce dont j'essaie de convaincre mes compatriotes et contemporains. Donc, ce serait un peu le même conseil que Spinoza laissait à ses proches. Il leur conseillait la prudence. Il avait lui aussi à affronter une époque qui était particulièrement violente envers lui, mais pour des raisons très, très différentes. En tout cas, c'était le même conseil. Mais on approchait de Spinoza au moins sur ce petit point. Je vous en prie. Mais au moins, vous avez essayé de faire quelque chose dans le monde de la politique. Moi, je n'ai rien fait de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont conseillé de me présenter en tant que candidat. J'ai jamais fait. Je crois que je n'ai pas vraiment la tournure de l'esprit ou la personnalité qu'il faut pour faire ça. Je vous admire d'avoir au moins fait la tentative, Monsieur Camus. Oui, moi aussi, je m'admire beaucoup. Oui. Non, c'est seulement, je suis tellement affolé, non pas désespéré, parce que si j'étais désespéré, je ne ferais rien, mais je suis tellement horrifié par l'horreur qui vient que
que je fais tout ce qui est possible, y compris les choses qui sont en effet les plus contraires à ma nature, comme candidat politique, fonder les partis politiques, me présenter à la présidence de la République, alors que c'est évidemment totalement désespéré. Mais C'est une chose que je fais uniquement parce que je ne peux pas ne pas les faire. Voilà. Mais c'est quelque chose d'extrêmement courageux, faire quelque chose qui est contre votre personnalité pour des raisons supérieures. Non, c'est tout à fait admirable, je trouve. On ne peut pas dire que les résultats soient très convaincants. Mais... Bien. Je vous remercie pour votre réponse. Alors, sans transition, je vais vous poser la question suivante, qui a malgré tout un lien, puisque vous ne vous êtes pas, disons, vous n'avez pas été homme politique aux affaires, même si vous, Renaud Camus, avez été candidat. Cependant, si un président qui, lui, était en fonction, vous demandait votre conseil, quels seraient les 3 conseils maximum? Vous pouvez n'en donner qu'un seul, hein, même si vous estimez qu'il y en a qu'un qui est vraiment important, mais jusqu'à un maximum de 3 conseils, que lui diriez-vous pour la période qui est en cours? Je vais commencer avec vous, Renaud Camus, si vous voulez bien. Alors, le premier serait incontestablement de mettre en train la remigration ou la décolonisation, c'est-à-dire le départ de l'occupant de notre pays. Je pense que notre pays est livré à un occupant féroce et je pense que notre combat s'inscrit dans la lutte pour la décolonisation. Les seuls indigènes, c'est nous, et les seuls décoloniaux, c'est nous. Je pense aussi qu'il faut récupérer les mots, c'est-à-dire les vrais mots, et ne pas les laisser voler par un occupant qui se prétend indigène et qui en plus se prétend décolonial en nous colonisant. Donc je conseillerais certainement d'entreprendre le mouvement de la remigration, c'est-à-dire autrement appelé de la libération du territoire. D'autre part, évidemment, je lui conseillerais de s'intéresser très fort à l'école, pour le dire d'un mot, par exemple, de faire en sorte qu'il n'y ait pas 90% de bacheliers, mais disons au maximum 40%, par exemple. De rendre du sens au diplôme, qu'ils veulent dire quelque chose, qui correspondent vraiment à des réalités d'études et de connaissances. D'autres évidemment, je me conseillerais des interventions culturelles. Ah oui, je pense qu'un programme politique qui se donnerait les moyens de ses ambitions, comme on dit, pourrait faire en sorte, par exemple, qu'en 1 ou 2 ans, la fréquentation du Louvre soit divisée par 4, par exemple, ce qui me semble un idéal culturel à rechercher activement. Et vous? J'arrêtais là. Oui, aux États-Unis, bien sûr, stopper l'immigration et encourager à ce que les immigrants non européens rentrent chez eux. Mais à la différence de la France, je crois que ce processus de remplacement est allé plus loin. Et les Blancs ne sont que peut-être même pas 60% de la population. Il serait peut-être impossible de reprendre tout le territoire. Et pour cette raison-là, il faudrait qu'un président des États-Unis encourage une séparation volontaire selon la race. Il y aurait peut-être quelques partis, quelques communautés, quelques États où pourraient être désignés pour les Blancs et certains autres pour les autres races. Et pour les gens, je crois qu'ils seraient à la limite extrêmement rares, mais les gens qui aiment le multiculturalisme, le multiracialisme, si eux, ils aiment ça, peut-être une partie du pays pour eux. Mais de toute façon, à la contraire de ce qu'on fait maintenant, tout le temps, arrêter de obliger les gens de se mêler.
reconnaître que la préférence légitime, comme vous dites, Monsieur Thévenet, est quelque chose de non seulement légitime, mais nécessaire, tout à fait nécessaire. Ça serait vraiment tourner, renverser la politique des États-Unis. Et aussi, comme vous dites, Monsieur Camus, il faut reconnaître que cet effort forcené d'avoir les mêmes résultats pour tout le monde, l'égalité, reconnaître que ça aussi, ça détruit tout qui est vraiment beau, ça détruit tout qui est vraiment élevé. Si on cherche à cultiver tout le monde, la cultivation n'est plus possible. Je crois que reconnaître les différents niveaux des gens, ça, c'est quelque chose de fondamental. Par rapport à tout cela, on a évoqué donc des craintes. Néanmoins, il y a des raisons d'espérer un mieux. Et à ce titre, quel est votre espoir le plus raisonnable pour ce siècle? Si je peux répondre, nous avons eu un colloque American Renaissance il y a quelques mois. Il y avait un jeune Belge qui a fait une intervention remarquable. Il s'appelle Dries van Langenhove. Et il a, le titre de son intervention, c'était, je crois, quelque chose comme raison d'être optimiste. Et son thème, c'était maintenant, pour nous, les Européens, c'est le moment le meilleur pour être sur Terre. Parce que nous affrontons le défi le plus fondamental de notre existence en tant que peuple. Et voilà, ça nous permet d'atteindre une grandeur, peut-être même un niveau de héroïsme qui n'aurait pas été possible avant. Et ça m'a vraiment frappé comme une inspiration. Et pour lui, il est persuadé que le nombre d'Européens qui comprennent la crise qui nous affronte s'augmente et nous avons la possibilité vraiment de réussir à faire quelque chose. Et pour moi, l'espérance raisonnable, ça serait que un nombre suffisant d'Européens prennent la conscience nécessaire pour sauver notre culture et notre peuple. Voilà l'espérance qui est, je crois, raisonnable. Et je suis d'accord avec Van Langenhove, c'est un moment vraiment formidable, surtout pour être jeune et être conscient de tout ce qui nous affronte. Très bien, je vous remercie. Renaud Camus. Je crois que le plus grand espoir repose dans le caractère éminemment précaire du mensonge. Il me semble que, historiquement, les sociétés qui sont entièrement construites sur le mensonge peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Il y a un exemple assez frappant qui est celui de l'Union soviétique, par exemple. Dans le début des années 80, qui aurait cru que l'Union soviétique allait s'effondrer? Or, voilà une société peut-être pas tout à fait au même point que la nôtre, mais entièrement construite sur le mensonge. Tout était faux. Tout était faux. Les réalisations du régime, l'égalité, la dictature du prolétariat, rien de ça n'avait la moindre réalité. Or, nous vivons dans un monde absolument semblable. Nous vivons ensemble, la diversité, la paix, l'égalité, rien de tout ça dans la moindre réalité. Et je crois que, c'est tout à fait mon espérance, qu'une étincelle de vérité peut survenir à n'importe quel moment et faire s'effondrer d'un seul coup l'ensemble de ce château de cartes du mensonge. Très bien. Oui, Monsieur Camus, vous avez écrit d'une manière extrêmement convaincante sur les similarités, les ressemblances entre l'antiracisme et le communisme. Et ce qui m'a resté vraiment d'une manière profonde dans mon esprit, c'est que le antiracisme, ça a dominé tout, vraiment, ça domine tout.
peut-être même plus que le communisme ou le socialisme dans les pays de l'Est, de l'Union soviétique. Et vous avez tout à fait raison, ça domine tout, de droite à gauche, d'haut en bas, tout. Et ça m'est venu à l'esprit l'idée que peut-être un jour, cet monde de mensonges pourrait s'écraser comme a fait l'Union soviétique, tout d'un coup comme ça. Mais je crois que ça sera quelque chose, je crois que le système va résister d'une manière même plus féroce, plus tenace. Peut-être je me trompe, mais il est difficile de prévoir, mais je suis persuadé que ce monde d'illusions va se terminer. C'est fatal, c'est inévitable. Très bien. Et je voudrais vous demander ce que cet aphorisme de Friedrich Nietzsche vous inspire. Vous savez, je le traduis à peu près, mais en substance, il s'agit de toujours à défendre les forts contre les faibles. Renaud Camus? Non, je ne me suis jamais tellement retrouvé dedans. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que probablement je suis victime d'une éducation catholique et chrétienne qui me donne quand même un préjugé fort en faveur des faibles, si je puis dire. Et d'autre part, nous n'avons, nous, absolument aucune espèce de raison de nous prendre pour les forts. Nous sommes au contraire d'une faiblesse incroyable. Nous avons le monde entier contre nous. Nous avons l'ensemble des médias, tous les journaux, nous avons tous les juges, nous avons le système politique en entier, nous avons toute la puissance économique des multinationales, des hyper riches, des fonds de pension qui tous soutiennent, et pour des raisons évidentes, l'antiracisme et par voie de conséquence le grand remplacement, la société mélangée, le métissage universel. Donc, je nous vois très faibles, donc je n'ai pas tendance à défendre les moins forts. Ils n'en ont que trop et ils ne sont que trop puissants. À travers la notion de fort et de faible, je pense que l'idée d'un être fort, c'est un être qui a une autonomie intellectuelle, une capacité à résister aux affirmations qui sont égrenées de façon hypnotique par le système. Et dans cette acception-là, dans ce sens-là, vous pouvez être identifié à quelqu'un d'extrêmement fort, parce que très peu de gens auraient d'une part su s'insurger, se rebeller contre le mot d'ordre qui était donné. Vous l'avez fait. Très peu de gens auraient eu l'autonomie intellectuelle pour s'emparer de concepts, les forger, les opposer au système. Donc c'est dans ce sens-là que je voyais le mot fort. C'est pour ça que je vous identifiais plutôt intellectuellement. Bien entendu, votre lecture est beaucoup plus juste que la mienne. Je me faisais état que un tableau de la situation réelle, et d'autre part de vieux préjugés chrétiens en faveur des faibles. Mais en effet, bien sûr, il faut défendre aussi les forts contre les faibles, c'est-à-dire les éduqués contre les inéduqués. Et contre la méchanceté. Et contre la méchanceté dont vous êtes victime. Je pense que la méchanceté est le propre des faibles. Et la beauté et l'art et la culture qui sont en but à des critiques comme si elles étaient justement la force et la domination. Non, par exemple, la musique classique, je ne sais pas si elle est forte ou elle est faible, mais elle est assimilée à la force et à la domination. Moyennant quoi, la pauvre est réduite à un état de faiblesse extrême et elle est chassée de partout. Et en plus, maintenant, elle est absolument très, très mal vue, ce qui est tout à fait récent et nouveau. Je ne sais pas si ça existe aussi aux États-Unis, je pense que oui. Mais maintenant, il y a vraiment des critiques virulentes contre la musique classique, qui me semble être l'âme de notre culture, mais européenne en particulier.
de la culture américaine aussi, qui est considéré comme idéologiquement plus que suspect, maintenant même carrément coupable. Bon, tu vois. Oui, j'ai compris cet aphorisme Nietzsche un peu comme vous, quoique je le trouve comme un avertissement qui était tout juste, surtout dans le 19e siècle. C'est un avertissement contre cette impulsion généreuse, mais potentiellement suicidaire, de promouvoir l'égalité. Et comme M. Camus a très bien expliqué, dans la nature, il n'y a pas d'égalité. Dans la nature, les forts n'ont pas besoin de se défendre contre les faibles parce qu'ils sont forts. Je crois que c'est seulement chez l'homme où c'est un problème qui surgit, et je crois qu'en grande partie, c'est un problème unique, exclusivement de l'homme européen, qui a ce besoin de défendre ce qui est beau, ce qui est vraiment suprême contre ce qui est en bas. Parce que dans les autres sociétés, ce qui est fort n'a pas cette impulsion d'égalité. C'est de cette optique-là que je comprends cet aphorisme. Très juste. Mais je pense que tous les deux, vous avez tout à fait raison, et les résistances sont tout à fait secondaires et portent sur une interprétation qui manifestement n'est pas la bonne. Enfin, il est certain que l'intelligence de la phrase de Nietzsche rend évidemment plus que défendable et même évident. Je ne fais que des objections d'arrière-garde. Non, je comprends tout à fait. Alors, du coup, ma dernière question va porter sur, disons, peut-être pas l'aphorisme, parce que c'est difficile de forger un aphorisme, mais si vous avez quelque chose qui y ressemble et qui permettrait justement aux générations qui vont prendre la relève, qui vont mener ce même combat, si vous pouviez leur laisser quelque chose, une phrase ou un aphorisme, afin de provoquer leur enthousiasme, de leur donner de l'énergie, de les guider, de leur servir de principe directeur, quelle serait cette phrase? Est-ce que, Jared Taylor, vous voulez bien commencer? Vous posez des questions très difficiles. Mais il y a une formule que j'ai utilisée de temps en temps en anglais. On dirait « We have the right to be us and only we can be us ». Je crois qu'une traduction possible en français, ce serait « Nous avons le droit d'être nous et seuls nous pouvons être nous ». Je ne sais pas, peut-être c'est un français très lourd, mais voilà mon idée. Nous avons le droit d'être européens. Et seulement les Européens peuvent être les successeurs de notre héritage magnifique. Voilà, c'est un peu mon aphorisme, si vous voulez. Parfait. Je vous remercie. Renaud Camus. Alors, je suis un peu embarrassé dans cette requête de votre part pour une formule quelconque, mais après tout, comme je pratique beaucoup l'art, entre guillemets, du tweet, je cherchais dans mes tweets, et alors je citerai celui-là qui est lié à ce que a dit Jared Taylor très récemment à propos de l'égalité. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre les partisans enthousiastes de l'égalité, donc je citerai ce qui est un tweet à l'origine: creusez les inégalités, lisez un livre. Très bien. Ça, c'est vraiment spirituel en plus. Peut-être c'est pas à l'intention, mais creusez les égalités, lisez un livre. Excellent. Eh bien, je vous remercie beaucoup de vous être prêté à cet exercice, parce que je sais que ça demande beaucoup d'esprit, et puis vous avez eu peu de temps pour composer vos réponses. Et je formule le vœu que cette émission sera, servira un petit peu de motivation. J'ai voulu vous emmener sur ce terrain parce que ça me paraît important que les jeunes générations reçoivent le conseil de grands hommes, parce que c'est ça la civilisation. La civilisation, c'est la transmission. Et donc, je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Est-ce que
arrivé à la fin de notre conversation, vous auriez éventuellement peut-être un mot à ajouter, quelque chose que j'aurais peut-être omis? Bon, moi, je souhaite seulement retourner à notre conversation et vous dire vraiment ma gratitude pour avoir donné l'occasion d'échanger quelques mots avec Jared Taylor, dont je admire beaucoup le courage, l'intelligence, et j'étais vraiment enchanté d'avoir l'occasion de le rencontrer, si l'on peut dire. Mais, nous le rencontrerons peut-être un jour, vraiment, mais déjà d'avoir ce contact, et c'est grâce à vous, et nous sommes extrêmement reconnaissants. Mais je vous en remercie. Je vous en prie. Moi, je dirais exactement la même chose à l'égard de vous, monsieur Camus. Je suis vraiment enchanté, honoré de faire votre connaissance, même par cette manière numérique. J'en suis extrêmement content. Écoutez, si il est possible d'organiser une rencontre physiquement, écoutez, je serais ravi de faire de vous proposer, si vous en êtes d'accord, une suite, puisque j'aurai d'autres questions à vous soumettre, mais ce sera sans doute pour un temps ultérieur. En tout cas, je vous remercie à nouveau pour vos réponses concrètes, pleines d'esprit, qui, j'espère, apporteront de l'enthousiasme à nos auditeurs, et je vous remercie d'avoir été présent sur ce 2e numéro de Delta. Merci à vous, monsieur Taylor. Merci également Renaud Camus.